19h. Dans sa série de prises de contact, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a effectué une visite de courtoisie à la Maison de la Presse. Une occasion pour le président de la Maison de la Presse d'attirer l'attention du chef du gouvernement sur les préoccupations des médias. Les détails à suivre dans cette édition. Pour faire de la culture un véritable moyen de promotion, de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique, les experts des pays de la Confédération de l'AES sont en conclave à Bamako pour l'élaboration de la politique culturelle commune de la Confédération. Les autorités sanitaires sont mobilisées dans la lutte contre la mortalité maternelle. Sous le thème « Humanisation des soins d'accouchement dans les structures de santé », ont ouvert les activités de la journée nationale de la maternité à moindre risque. Voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé Totalement Vôtre. Ce jeudi, le Premier ministre de la Transition, le général de division Abdoulaye Maïga, a effectué une visite de courtoisie à la Maison de la Presse, accompagné du ministre de la Communication et d'autres responsables. Cette rencontre, au-delà du renforcement des liens entre le gouvernement et les acteurs de médias, a été l'occasion pour le président de la Maison de la Presse, Sabandjougou Danté, d'évoquer devant le chef du gouvernement les préoccupations du secteur, à savoir la liberté de la presse, la relecture des textes régissant les médias maliens et l'aide à la presse. Lolo Madibaté pour le compte-rendu. Cette visite du Premier ministre représente une étape importante vers le renforcement de la relation entre le gouvernement et la presse, un élément essentiel dans la construction d'une démocratie solide et participative au Mali. Les échanges ont été enrichissants, laissant entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir du paysage médiatique malien. La question cruciale de la liberté de la presse, ainsi que les demandes de relecture des textes régissant les médias et d'un soutien accru à la presse, ont été évoquées par le président de la Maison de la Presse. Et nous sommes très contents, nous sommes reconnaissants de sa présence ici ce matin. Avec lui, nous avons abordé toutes les questions essentielles, notamment les questions liées à la liberté de la presse, les questions liées à nos textes qui sont en souffrance depuis 2021 et nous avons beaucoup évoqué aussi la situation de l'aide à la presse. Nous pouvons espérer quelque chose venant de lui. Il est dans une logique de rassembler les Maliens et de faire en sorte qu'on puisse trouver ensemble des solutions aux problèmes du Mali. Nous sommes tous des Maliens avant d'être quoi que ce soit et je suis convaincu que le Premier ministre, sa démarche est très bonne. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, attentif et engagé, a promis de prendre en considération ces doléances et de travailler en partenariat avec les professionnels des médias pour favoriser un climat propice à l'exercice de la liberté d'expression. La relecture des textes, je prends bonne note. Je pense que j'échangerai avec le ministre de la Communication, en charge de la communication, pour voir objectivement ce qui a lieu d'être fait. Mais soyez sûr, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Comme je dis, les médias jouent extrêmement un grand rôle, à la fois dans la vie de la nation, mais bien entendu, en particulier en ce moment, je pense qu'il en va également de l'aide à la presse. Comme je dis, bon, la situation est financière et ce qu'elle est, mais soyez sûr que nous ferons le plaidoyer nécessaire à ce que la presse soit toujours plus dynamique dans notre ligne. En outre, le Premier ministre Maïga a également insisté sur le respect des institutions, invitant la presse à se considérer comme un indicateur de la bonne gouvernance. Ne porte pas plainte, je voudrais vous inviter à considérer cela comme étant un indicateur d'apaisement social. Je pense que si, de la même manière que le monde de la presse réagit systématiquement à des cas de fermeture, vous imaginez si on devait balancer que les autorités également devraient tous les jours porter plainte contre tout le monde. Vous imaginez dans quel genre de société ou de monde on se retrouverait. Mais les responsabilités, bien entendu, ont des contraintes. Soyez sûr qu'il y a beaucoup d'acteurs qui avalent les couleurs, pas par plaisir. Pas qu'il n'y a pas de fondement ou qu'il n'y a pas d'autorité judiciaire, mais comme je dis, nous tenons tous à l'apaisement de ce climat social. Mais je pense que comme indicateur, en plus de l'enlèvement et des cas d'assassinat et des fermetures de pays,
médias. Je pense que c'est également bon de mettre parmi vos indicateurs les cas de diffamation, d'attaque visant à la fois les autorités, les pouvoirs publics et les citoyens tout simplement. En fin de compte, le président Dante a remis le rapport de 2018, 2019 et 2020 sur les médias au Mali au ministre de la Communication. Cette visite s'est conclue sur une note d'espoir avec la reconnaissance consensuelle de l'importance d'une presse libre et indépendante pour le développement du pays. L'ambassadeur du Japon a rendu une visite de courtoisie à son tour ce jeudi dans les locaux du commissariat à la sécurité alimentaire. Cette visite intervient dans le cadre du programme d'aide alimentaire japonais. Ce volet est l'un des piliers fondamentaux de la coopération entre le Mali et le Japon. Je vous propose ici de suivre quelques réactions au terme de cette visite au micro de Gabriel Keïta et de Mantala Ouattara. C'était pour saluer monsieur le commissaire de CSA parce que je viens d'arriver et je viens de remettre la lettre de créance auprès de le président de transition le 14 novembre. Et le CSA est notre partenaire privilégié pour la coopération japonaise. Et je pense que les échanges de vues avec le commissaire est vraiment important pour continuer la bonne coopération entre le Japon et le Mali. Alors nous avons été honorés par cette visite de l'ambassadeur qui vient d'arriver, qui vient de prendre fonction ici au Mali. Et avec la coopération japonaise, comme il a dit, nous avons des relations privilégiées ici au commissariat à la sécurité alimentaire. Le Japon intervient dans plusieurs domaines de coopération au Mali, dans divers secteurs. Particulièrement au niveau de la sécurité alimentaire, nous avons une coopération à travers les KR. Chaque année, à travers ces systèmes, le Japon met à la disposition du Mali un stock de riz qui est cette année à hauteur de 2777 tonnes. Sur les 2777 tonnes, le Japon a soutenu l'assistance alimentaire des victimes des sinistrés des inondations à travers de 700 tonnes. Et les 2277 tonnes ont servi à soutenir les marchés pendant la période de soudure, donc mis en vente à prix modéré. Comme l'ambassadeur l'a dit, c'est une coopération qui est doublement avantageuse, comme vous l'avez vu. Donc l'aide gratuite, assistance alimentaire aux sinistrés, soutien au marché, mais aussi les fonds qui sont collectés à l'issue de ces ventes sont positionnés sur un compte de contrepartie qui était géré aussi de façon partagée avec la partie japonaise et qui permet de financer des projets socio-économiques et des projets de sécurité alimentaire aussi. Donc vous le voyez, c'est une coopération dynamique et qui se porte en bonne santé aujourd'hui. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, placé sous le thème « Humanisation des soins d'accouchement dans les structures de santé ». Ce jeudi s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la Journée nationale de la maternité à moindre risque. Une journée qui vise à renforcer la lutte contre la mortalité maternelle. La cérémonie d'ouverture des activités était placée sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social et c'était en présence de nos reporters Assitan Diallo et Mantala Ouattara. Voici leur compte rendu. Environ 287 000. C'est le nombre de femmes décédées pendant ou après une grossesse ou un accouchement en 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Des résultats vertigineux que les responsables en charge de la question entendent améliorer. L'humanisation des soins d'accouchement n'est pas seulement une nécessité, c'est une approche qui vise à placer la patience au cœur du processus de soins en répondant à ses besoins physiques, émotionnels et psychologiques. Au cours de cette journée, nous aurons l'occasion d'échanger des idées, d'explorer des pratiques innovantes et de partager nos expériences. Le thème de ces journées est en parfaite synergie avec les principaux résultats transformateurs de mon organisation, à savoir 0 décès maternel évitable d'ici 2023. Le Fonds des Nations Unies pour la population, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe santé avec le Canada, s'engage à continuer à travailler en étroite collaboration avec vos services
pour renforcer davantage l'intégration des services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, les consultations prénatales, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence et les suivis postpartum. Les autorités ambitionnent qu'aucune femme ne meure en donnant la vie, d'où ces initiatives. Au terme de ces journées, les participants échangeront sur l'élaboration d'une feuille de route pour réduire les décès liés aux hémorragies du postpartum avec l'ensemble des acteurs régionaux et centraux, la problématique de la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne, la problématique du fonctionnement du système de référence évacuation, y compris le niveau village au centre de santé communautaire. Je réitère toute ma disponibilité et mon engagement pour accompagner toutes les initiatives œuvrant à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. À noter que plusieurs activités sont prévues durant ces prochains jours, notamment des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de communication et de renforcement de capacités. Par ailleurs, les inondations continuent de menacer plusieurs localités du pays, notamment celles du Nord, où de nombreuses écoles sont menacées par les eaux. La situation sera plus critique dans la région de Gao. Le point avec Emma Fifamenunao. 15 écoles menacées d'inondation par les eaux du fleuve dans les communes de Soni-Alibert, Gunzurei, Bara et Gabero, région de Gao. Cette annonce a été faite le mardi 10 décembre 2024 au cours d'une réunion d'urgence présidée par le directeur d'académie d'enseignement de Gao. Les autorités ont recommandé des actions urgentes, notamment l'évacuation des zones à risque, la sensibilisation des communautés et l'identification de sites de relocalisation. Il faut dire que la montée des eaux continue de faire des dégâts au nord et au centre du pays. Le bilan s'est alourdi. Des nouvelles maisons sont inondées entre le 3 et le 4 décembre à Tombouctou et environnant. Dans le cercle de Nyonfouké, à Gogoré, Kassoum et Tombouctou-Ville, des centaines de maisons se sont effondrées. Aussi, à Youarou, au centre du pays, plusieurs villages sont inondés, notamment Mbaradou, Dioli, Waladou Bangita, Angem et Aouri. Le siège de Orange Digital Center a abrité ce jeudi la première édition de Orange Fab Day. Cette initiative vise à créer un cadre pour les startups d'échanger, d'apprendre et de présenter leurs projets tout en renforçant l'écosystème entrepreneurial. La journée a été présidée par le directeur de Orange Digital Center, M. Ousmane Touré, et le compte-rendu est signé Oumar Koïta, Ibrahim Dao. Dans l'optique de renforcer les liens entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de fournir des connaissances aux startups pour leurs connaissances, Orange Digital Center a initié la première édition d'Orange Fab Day, autrement appelée la journée des startups maliennes. Placée sous le signe des startups et de l'innovation, cette journée est une occasion unique de mettre à l'honneur les acteurs qui façonnent l'avenir numérique et d'explorer ensemble les solutions qui transformeront durablement nos sociétés. On veut montrer à travers cette journée que le programme Orange Fab d'Orange Digital Center est là pour les startups maliennes, pour promouvoir la culture entrepreneuriale ici au Mali. Ça sera une journée très intéressante, très enrichie, parce que nous avons pas mal d'activités qui seront déroulées en une seule journée, à savoir une conférence débat sur les défis que rencontrent les startups maliennes et également 2 ateliers de formation sur le marketing digital et également sur la fiscalité d'entreprise. Et à la fin, nous allons couronner la journée par une table ronde qui va parler de l'accès au financement des startups maliennes. Sur la thématique du défi des startups maliennes, des panélistes experts en entrepreneuriat ont donné un aperçu général des tendances actuelles, des opportunités et des défis auxquels sont confrontées les startups maliennes. Et je pense que pendant 2 heures de discussion, les messages forts que nous avons lancés, c'est de leur demander d'être résilients, d'être patients, d'être surtout innovants et de ne pas abandonner. Parce qu'en entrepreneuriat, les difficultés, c'est le quotidien. Pour les participants, cette initiative d'Orange Mali, à travers son ODC, offre beaucoup d'opportunités aux Chine. Je pense qu'avoir ODC au Mali est une chance. Nous sommes censés de l'avoir ici.
au Mali. Nous sommes aussi chanceux de pouvoir participer à ça parce que ça donne l'envie et le courage aux jeunes start-up maliens de encore pouvoir plus travailler, de maintenir le cap et de faire beaucoup de profits. Vraiment, personnellement, ça m'a permis de me développer, tant au niveau managérial et au niveau du leadership, ce qui a été d'un très grand apport à la société, d'où sa participation bien sûr, et l'atteinte de son objectif qui est l'acquisition de cette somme colossale. Je remercie vraiment. La première édition d'Orange Fab Day a été marquée par un atelier pratique sur la fiscalité et le marketing digital et une table ronde, mais aussi par la remise des chèques aux 3 startups de la saison 3 d'Orange Fab. Les États de la Confédération de l'AES vont vers l'élaboration d'une politique commune culturelle ensemble. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali a présidé ce jeudi 12 décembre 2024 à Bamako le lancement des travaux du processus d'élaboration de la politique culturelle commune de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Un projet qui traduit l'engagement collectif du Mali, du Burkina Faso et du Niger à faire de la culture un véritable moyen de promotion de paix, de développement socio-économique et de cohésion dans l'espace AES. Bakary M. Sidibé, compte rendu. Ces projets ambitieux incarnent la vision des plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel de faire de la culture la pierre angulaire du développement socio-économique des pays membres de l'AES. Il traduit aussi l'engagement collectif des peuples de l'espace de l'AES à promouvoir les échanges et les brassages culturels entre les peuples dans une dynamique de partager et d'affirmer notre identité commune. La culture, c'est ce que nous avons de plus cher dans notre espace confédéral et cette activité est non seulement la bienvenue, mais surtout nous permettra ensemble de penser l'ensemble de nos valeurs culturelles enfuies dans nos patrimoines et permettre qu'au demeurant, nous puissions à la limite nous identifier en tant que peuple confédéral ayant un destin commun. Ce projet culturel est la démonstration que la culture est la fondation de l'avenir commun de la Confédération de l'AES tout en étant du pilier de paix et de prospérité partagée. L'élaboration d'une politique culturelle commune des pays de l'AES est à saluer car elle témoigne de l'intérêt de nos hautes autorités à valoriser nos cultures qui représentent nos identités. Cette politique culturelle commune viendra sans nul doute renforcer un brassage culturel au sein des communautés en créant un sentiment d'unité et de cohésion, de sympathie qui permet de promouvoir la paix, le respect mutuel et la cohésion sociale. Selon le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, l'art et la culture demeurent la réponse pour relever les défis sécuritaires, diplomatiques, mais également le développement socio-culturel. Parce que tout simplement, notre espace a besoin, comme dans nos traditions, toutes les grandes choses qu'on initie, qu'on commence, doivent être adossées à notre culture, à ce que nous sommes. On est comme un peu en 1961-62. Donc où nos pays, nos territoires ont des boulevards devant eux pour se construire. Et cela s'est fait par ces liens séculaires que nous avons toujours eus dans le gourmand depuis le 19e siècle. Cette activité, ce projet va consolider le sentiment d'appartenance au même peuple, va certainement propulser et non seulement valoriser, promouvoir notre riche patrimoine, mais aussi la créativité artistique. Les talents de nos artistes seront mis devant. Et tout ceci dans une dynamique de diplomatie culturelle comme outil d'influence et de promotion des États de l'AES. Pendant 3 jours, les experts de la culture malienne, burkinabé et nigérienne vont se pencher sur la validation des documents et des textes qui permettront de mettre un accent particulier sur les valeurs culturelles communes à ces 3 pays comme des moyens d'une véritable souveraineté. Depuis le décès du directeur de Renouveau TV, M. Zakaria Ofomba, l'administration du groupe Renouveau ne cesse d'accueillir des collaborateurs qui viennent présenter leurs condoléances.
Nous vous proposons ici d'écouter quelques messages de condoléances recueillis ici au sein du groupe Renouveau par nos reporters Assiton Diallo et Zakaria Omar Keïta. Nous sommes ici pour présenter notre condoléance. On a perdu une proche amie, bon collaborateur avec nous, avec le programme. Nous travaillons ensemble pour les Mali et les Maliens. On a souhaité dans ces moments tristes de garder l'esprit de cette collaboration et de rester ici pour travailler pour le Mali et pour le Malien. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui pour une cause malheureuse. Nous avons perdu un partenaire, M. Fomba, et nous sommes venus représenter l'entreprise pour présenter nos condoléances. Malheureusement, en dehors même du travail, on avait de très bons contacts. Chaque fois que je venais à Renouveau, c'est M. Fomba qui me recevait, tellement gentil. J'étais vraiment triste d'apprendre la nouvelle. Au nom de l'entreprise, nous présentons vraiment nos condoléances. D'abord présenter les condoléances les plus attristées aux collaborateurs de notre regretté Zakaria Fomba, c'est-à-dire tout le personnel de Renouveau. Les remercier du fond du cœur de tout ce qu'ils ont fait depuis la maladie jusqu'au décès et surtout nous confier également à eux. Cette Fomba, notre frère, est allé. Mais nous sommes ses parents et nous sommes là. Donc on est venu ce matin vraiment pour présenter des condoléances et aussi remercier tout le personnel de Renouveau. Bon, le message que je tiens surtout à adresser, c'est surtout d'inviter encore, c'est-à-dire Renouveau, c'est-à-dire à assister, à accompagner les petits-enfants de Zakaria, dont le plus âgé n'a que 6 ans. Au nom du royaume des enfants, sommes là avec un cœur triste et pleuré de regrets et peu de regrets. À l'endroit de notre courageux admirateur sans condition, M. Zakaria Fomba, pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille et à ses proches collaborateurs. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.